Vous faites bien de choisir DBS Télévision. Bienvenue sur SOS Parents. L'émission passe au scanner les difficultés auxquelles sont confrontés les parents dans le processus d'éducation de leur progéniture. Et pour cette nouvelle édition, SOS Parents s'intéresse à la jeune fille mère. Elles sont de plus en plus nombreuses qui donnent la vie juste après avoir frappé aux portes de l'adolescence dans le monde. Elle se compte à près de 16 millions chaque année, les jeunes filles de 15 à 19 ans qui troquent leur cartable contre les couches entre décrochage scolaire et la prise en possession du nouveau rôle de maman. SOS Parents se propose de comprendre ce phénomène qui continue de surprendre et d'interroger. Et puis, nous aurons également notre rubrique mots d'enfant et vers la fin, nous prendrons le cri de cœur d'un parent bouleversé face à l'attitude de son enfant qui bat en brèche son autorité parentale. Voilà dérouler la vitrine de ce 3e numéro. Adolescente et déjà avec un bébé dans les bras, c'est de plus en plus fréquent dans notre société. Voilà pourquoi cette édition, elle est spéciale. Je vais tout de suite recevoir Colombe Catal. Il est journaliste à DBS Télévision. Bonsoir Colombe Catal. Bonsoir Adi. Comme de tradition, vous avez fait un reportage sur le phénomène des filles mères. C'est un élément que nous allons suivre tout de suite. À peine ont-elles franchi le seuil de l'adolescence qu'elles se taillent une part importante de responsabilité. Si jadis dans toutes les sociétés la maternité précoce relevait de l'extraordinaire, la tendance actuelle est complètement inversée. Dans tous les pays du monde, de plus en plus d'enfants s'inscrivent dans le registre de maman pour en avoir fait un au moins. Le phénomène de filles-mères touche aussi bien le Cameroun. Point kilométrique 14, une périphérie de la ville de Douala, dans une des vallées de ce quartier animé, une jeune fille, ici très affairée. Juniora, comme l'appelle son entourage, compte parmi les millions de filles à travers le monde très jeune maman. J'avais 17 ans. Je faisais la classe de 3e au collège Christina. Je vivais en famille, mon père et non, pas avec ma mère, avec ma belle-mère en fait. Puisqu'elle n'était pas préparée au métier de parent, la future maman n'en a pris conscience qu'après le constat de sa belle-mère. Quand je suis tombée enceinte, je n'ai pas su. Je n'ai pas paniqué. C'est un jour, j'étais malade. En fait, je ne savais pas ce qui se passait, j'étais malade. La femme de mon père me dit, pourquoi tu as perdu l'appétit, pourquoi tu es comme ça? Je lui ai dit, je ne sais pas, j'ai le palud qui me dérange. Elle m'a amené au centre de santé le plus proche. Elle a demandé à ce qu'on me fasse un test de grossesse. Quand on me fait dans le test de grossesse, on lui dit, c'est vrai que je suis enceinte. L'on attribue en général la recrudescence des grossesses précoces à un déclin de valeur morale, ce qui n'est pas faux. Avec une contribution de certains divertissements, c'est une confusion totale dans les familles entre l'éducation sur la sexualité et des plaisanteries qui frisent d'immoralité sexuelle. Il est toutefois à prendre en compte des grossesses non désirées chez des très jeunes filles qui sont la conséquence d'un mal-être affectif. Parce que à la maison, ça n'allait pas. La dépression et tout. Alors vient le moment de gérer cet état nouveau. Dans son cas, à quoi Juniora a-t-elle d'abord pensé? L'idée d'avortement était venue dans ma tête, honnêtement. Mais à un moment, je me suis dit, c'est un être humain que je devais mettre au monde. Et en plus, d'abord, il y a beaucoup de jeunes filles qui meurent d'avortement. D'ailleurs, j'ai pensé à tout ça. J'ai pensé à ma vie. J'ai pensé à ce que je pouvais mettre au monde cet enfant et me battre dans l'avenir pour lui. Peut-être il pourrait être un futur président. Son courage est à relever tant des milliers d'autres ne résistent pas à la tentation de recourir à ce faux fuyant. Dans le long processus de la gestion de sa grossesse, il a fallu que la jeune fille endure les regards des voisins qui en disaient long, ce qui pour elle était un véritable supplice. Elle s'est fâchée, elle a bavardé, en route elle parlait, voilà les conséquences et tout et tout. Je te parlais, tu comprenais pas. Bon, avant d'arriver à la maison, avant que mon père n'était même au courant, tout le monde le savait déjà. C'était aussi dur pour elle de voir son père abattu, l'expression d'une profonde déception. Mon père était très fâché de moi.
parce qu'il savait que je l'avais déçu. En ayant pris une grossesse, je n'avais même pas encore passé mon BPC, je connaissais pas la suite de ma vie, quoi. Je travaillais même pas encore. Lui aussi, il n'a pas un travail fixe que je pouvais compter que mon papa. Ici, peut-être le jeune homme n'assurait pas. Il pensait aussi à tout ça. Il a bavardé comme il pouvait, mais après, son cœur s'est calmé. De l'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, Juniora croit, après cette expérience, à de perspectives plus alléchantes d'une vie qui n'est pas perdue. J'aimerais beaucoup me battre pour le futur de mon enfant. J'aimerais vraiment me battre, trouver un boulot, chercher comment travailler, je sais pas. Bon, quand même me battre, donner corps et âme pour l'avenir de mon enfant. C'est ça qui me vient en tête. Son père et elle sont épanouis aux côtés de ce garçon qui grandit bien. D'amour, d'affection. Quand je le regarde, j'oublie tout ce que j'ai vécu. Tout le mal et toutes les peines que j'ai eues. J'oublie tout ça. Et mon regard est fixé vers le futur. Mon père l'aime tellement, beaucoup, ainsi que ma maman. Oui, ils aiment voir mon fils. Bien plus sage aujourd'hui, c'est un prix qu'elle déconseille fortement à des jeunes filles de potentielles mamans précoces. Le fait de marcher avec certaines personnes qui ne nous donnent aucun bon conseil, ça ne vaut pas la peine. Éloignons-nous des gens qui pourront nous pousser à faire du mal. Et aussi d'écouter les conseils de nos parents. Parce que je ne pense pas qu'un parent peut pousser à son enfant à faire de mauvaises choses, même si que ça arrive. L'espoir tient de ce que le conseil ne tombe pas dans les oreilles des sourdes, tant une maternité désirée et préparée demeure l'idéal. Merci d'être avec nous. L'émission c'est SOS Parents et c'est tous les mercredis à 21h sur cette antenne. Elle a accepté de témoigner, vous l'avez vu tout à l'heure. Elle a également accepté d'être avec nous sur ce plateau. Juniora, bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Comment tu vas? Ça va bien. Comment va ton bébé? Il va très bien. Il a quel âge aujourd'hui? Il a 2 ans. Et comment il se porte? Très bien. Et toi? Maintenant, comment fais-tu pour subvenir à ses besoins? Pour un premier temps, comme je ne travaille toujours pas, mon papa m'aide de temps en temps. Et comme son père se débrouille aussi, il donne le peu qu'il a pour qu'il puisse vivre en fait. Au moins le minimum quand même. Et dans toute la grande famille, comment ça se passe au quotidien? En fait, avec les cousins, avec maman, avec les tantes. En fait, pour dire vrai, ma famille ne me gère pas. Si mon père ne me donne pas, je ne compte sur personne. C'est un peu ça. Et le père du bébé, il est où? Il est là. Il se bat. Il est jeune comme toi, j'imagine. Mais c'est mon grand frère quand même. Il a quel âge? Il a 26 ans. Il travaille. Colombe Katal, après avoir suivi ce témoignage, qu'est-ce que cela vous a inspiré? Bien, j'ai été impressionné, n'est-ce pas, par la franchise et le courage de Juniora, tracer l'itinéraire d'une vie bouleversée. Ce n'est pas tout le temps, n'est-ce pas, quand on le trouve pas, n'est-ce pas, chemin faisant. Avant d'arriver chez Juniora, j'ai frappé à d'autres portes, des filles qui apparemment avaient un peu plus d'expérience qu'elle, mais qui ne se sont pas prononcées sur la question. Mais elle a appris, elle m'a dit, j'ai commis une erreur, n'est-ce pas? Voilà, j'ai commis une erreur. Si l'occasion m'est offerte d'amener mes petites sœurs à ne pas en commettre, je ne peux pas ne pas la saisir. Nous avons suivi dans le reportage, elle s'est rendue compte des erreurs qui ont été commises. Quoique ce ne soit pas forcément par sa faute, parce que nous y reviendrons peut-être par la force des choses. Mais elle n'a pas manqué d'assumer la part de responsabilité, n'est-ce pas, dans ce qui est arrivé. Elle a appris, quoi que ce soit dans la douleur, elle s'est assagie. Et aujourd'hui, elle a beaucoup de conseils à donner. Ce n'est pas tout le temps qu'on rencontre une fille qui assume, n'est-ce pas, un passé qui, tout en remuant son passé, s'exprime
sur une tribune comme celle-ci, tout en assumant des erreurs, des difficultés, des douleurs pour le bien des autres. Ah oui, Colin, il faut le souligner, elle est très brave. Juniora, est-ce que vous pensez retourner à l'école? Quels sont vos projets immédiats? J'ai suivi tout à l'heure dans le reportage, je veux me battre, je veux subvenir aux besoins de mon fils. Qu'est-ce que tu as en tête à l'immédiat? L'école d'abord, pour le moment, je ne peux plus retourner parce que mon enfant doit aller à l'école aussi. Il me faut soit faire une formation pour le futur, soit trouver un boulot, de quoi m'occuper, quoi, oui. Et tu as un rêve que tu aimerais réaliser? Oui. Qu'est-ce que tu aimerais devenir, par exemple? J'aimerais faire dans la médecine, plus précisément technicien de laboratoire. Oui. Tu as déjà entrepris quelque chose dans ce sens? Tu en as parlé avec tes parents? Oui, mon père a bien la volonté, mais les moyens, il manque quand même. C'est ça le problème. Avec ta force et le courage, je te souhaite beaucoup de courage. J'espère que tu vas y arriver. Rien n'est perdu. Ton bébé est déjà là. Il faut savoir aller de l'avant. Et je te sais très courageuse pour avoir accepté de témoigner et de venir sur notre plateau. Je te souhaite bon vent. Ne baisse pas les bras. Tout est encore à faire. Tu es très très jeune. Et je pense que ça peut encore aller avec l'encadrement de tes parents. Merci, madame. Merci. Colin Bekatal, après ce témoignage, après son passage sur le plateau, quel est le regard que tu portes désormais en tant que journaliste sur les jeunes filles mères? En tant que journaliste, mais aussi en tant qu'être humain, je le relevais tantôt, n'est-ce pas, dans le reportage. Lorsqu'on voit une jeune fille qui tombe enceinte, très rapidement, on a tendance à jeter l'anathème, alors jeter des pierres. On a l'habitude de dire, bon voilà, qu'est-ce que vous cherchez, ainsi de suite. C'est vrai. Il y en a qui y vont parce qu'ils n'ont pas suivi les conseils. Il y en a qui y vont parce qu'ils veulent améliorer le confort. Il y en a qui y vont parce que... Et ils tombent rapidement, n'est-ce pas, à la part que leur offre, que leur présente des jeunes gens qui leur proposent le ciel, la terre. Mais je me suis aussi rendu compte, après ce reportage, qu'il y en a qui sont des victimes, voyez-vous. Bon, ce n'est pas seulement la question de la faim, mais il y a aussi des problèmes familiaux, il y a des problèmes affectifs qui peuvent faire qu'une jeune fille cherche du soutien auprès, malheureusement, souvent de la mauvaise personne compte tenu de l'inexpérience. Je comprends désormais qu'il faut, si jamais je rencontre une fille, au lieu d'arriver à une conclusion hâtive selon laquelle elle aura voulu, c'est très important de s'interroger sur le pourquoi. Qu'est-ce qui a bien fait que cela arrive? Parce que se montrer un peu plus empathique, voilà, s'interroger, ne pas à coup sûr la cataloguer. Voilà, désormais ce reportage m'amène. J'espère que ce sera le cas beaucoup de téléspectateurs aussi, de ne pas jeter en pâture à cause sur une jeune fille parce qu'elle porte un enfant. Bien des fois, il y en a qui peuvent être victimes, n'est-ce pas, de cette situation. Merci Colin Bekatal d'être passé sur notre plateau. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Voilà. Mesdames, Messieurs, tout de suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ce sera avec nos experts. La venue d'un enfant est toujours une bénédiction, mais devenir mère juste après avoir frappé aux portes de l'adolescence charrie un certain nombre de paramètres. Et nous allons, pour en parler sur ce plateau, nous recevons le coach, le pasteur Joséphine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, Adi. Je rappelle que vous êtes coach des parents. Oui, non, coach pour enfants. Coach pour enfants. Oui, c'est ça. Là, je confonds. Nous avons également avec nous le coach Samé. Elle est avec nous une fois de plus ce soir. Bonsoir, coach Samé. Bonsoir, Adi. Merci de nous faire l'honneur et l'amitié d'être encore là ce soir. Merci, c'est un plaisir. Nous venons de suivre des témoignages jeunes, 17 ans, avec déjà un bébé dans les bras. Coach Samé, une grossesse précoce est toujours mal vue dans la société et on se pose parfois la question, comment est-on arrivé là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, il y a de quoi se poser la question, effectivement, parce que lorsqu'un parent a son enfant dans les bras, il a beaucoup de projets. Des projets d'avenir, des projets de grandeur, et il fait ce qu'il peut pour aller dans ce sens. Maintenant, lorsqu'une grossesse intervient, c'est un peu comme une cassure.
C'est un peu comme un échec, vécu comme un échec pour le parent et aussi un échec pour l'enfant. On est d'accord que c'est aux parents d'éduquer l'enfant. Lorsque l'enfant se retrouve avec une grossesse, on se demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que moi, le parent, j'ai bien fait mon travail? Est-ce que l'enfant n'a pas compris? Et puis, en plus de ça, il y a le regard des autres. Qu'est-ce qu'on va dire? Une jeune fille qui tombe enceinte. Chez nous, généralement, lorsqu'on tombe enceinte, c'est la preuve visible d'un mauvais comportement, d'une mauvaise éducation. Donc, lorsque votre enfant va être enceinte, ça va se savoir, qu'est-ce que les gens vont dire, le regard de la famille même. Et pour nous, les femmes, quelquefois, vous devez assumer le regard de la belle famille. Parce qu'on se dit, c'est vous qui n'avez pas bien éduqué l'enfant. Nous, dans notre famille, on n'a pas ce genre de choses. C'est tout un chamboulement pour la famille et aussi pour la fille. Coach Joséphine, j'ai envie de vous demander, Coach Samuel le soulignait déjà tout à l'heure, les parents sont tout de suite mis sur le banc des accusés. Est-ce que c'est vraiment de la faute des parents? En fait, vu la situation, je pense qu'il est trop tard pour dire à qui la faute, puisqu'il y a déjà un bébé qui est en route. Et malheureusement, la famille, les parents vont se fâcher avec l'enfant, vont se fâcher avec eux-mêmes, ils vont culpabiliser. Mais je suis toujours en train de... Chaque fois que je coach les enfants ou les parents, je dis toujours, on se focalise sur l'avant. Pourquoi ceci est arrivé? Quelle erreur est-ce que j'ai commise, ma femme a commise, l'enfant a commise? Et je dis toujours, nos enfants ne sont que la manifestation de ce que nous, on a fait ou on n'a pas fait. Donc, ils expriment juste ce que nous avons caché. Donc, le parent a pour rôle d'éduquer et de protéger l'enfant. Avec ou sans son autorisation. Généralement, les parents, je dis, un parent n'est pas l'ami de son enfant. Ça fait partie des fonctions, mais un parent est le coach de son enfant. Un coach vous aide à atteindre votre objectif pour que vous réussissiez. Et le parent se dit, oh non, il ne m'aime pas, il ne comprend pas ce que je dis. Et c'est comme ça que j'ai envie de dire, bon, comme j'ai essayé 2 fois, il ne veut pas, je laisse. Et c'est comme ça qu'on va laisser l'enfant. Par contre, quand quelqu'un s'engage à vous coacher, peu importe votre humeur, il va revenir à la charge. Et c'est ce que les parents ne comprennent pas. Donc ça demande tout un autre mindset, une mentalité différente pour pouvoir, premièrement, accepter la situation et aller de l'avant. Vraiment, aller de l'avant. Comment aller de l'avant, coach Joséphine? Une fois que le bébé est en route, oui. La jeune fille est-elle obligée parfois de décrocher avec ses études? Oui. Comment gérer cette situation? Je coach beaucoup les enfants dans l'entrepreneuriat. Parce que pour moi, un enfant qui a un diplôme, licence, maîtrise, bac, s'il ne sait pas apporter de la valeur à une entreprise ou à une personne, pour moi, il a échoué. Ce n'est pas le diplôme qui compte. Et très souvent, malheureusement, ça fait juste quelques mois que j'ai ouvert le centre et je me rends compte, aujourd'hui, j'avais des adolescents entre 10 et 17 ans. En fait, ils sont totalement ignorants aux réalités de la vie. Ils ne connaissent pas comment on gagne de l'argent. Ils se disent que les parents, donc c'est comme s'ils sont détachés de la réalité. Donc pour eux, c'est moi, je vais à l'école, je vais à l'école, je vais à l'école. Mais je vais à l'école pourquoi? Donc, cette grossesse, pour moi, ce serait une remise en question. C'est le bon moment pour s'arrêter et dire, attends, où est-ce que tu allais même déjà? Toi qui allais à l'école tous les jours là, où est-ce que tu allais, ma fille? Et qu'on s'asseye, au lieu de culpabiliser, de l'accuser, qu'on voit ce qu'on peut faire. Et qu'on trace sa vie. Parce qu'on va l'accuser, on va faire tout ça, mais après, on va rien faire. Là, par exemple, elle a parlé, elle a dit, elle n'a pas de direction. Il n'y a pas de soutien. Et ça va continuer comme ça. Donc, malheureusement, il n'y a généralement pas quelque chose qui est fait après. Donc, reprendre la situation en main et tracer cette fois-ci, planifier. Coach Samuel, la réalité est qu'elle est encore ado et déjà avec un bébé dans les bras. Comment être une ado? Elle passe d'une adolescente insouciante à une maman épanouie. Est-ce qu'elle peut véritablement être une maman épanouie? Oui, elle peut être une maman épanouie, mais ça va être difficile. Il y a du travail à faire. Il faudra prendre sur elle-même. Les parents devront s'impliquer. Oui, elle peut être une maman épanouie. Elle a besoin d'une formation. Comme le pasteur disait tout à l'heure, elle a besoin d'une vision. Elle a besoin d'être accompagnée. Surtout, elle a besoin de savoir qu'il y a une vie après. Généralement, nous, en Afrique, surtout lorsque tu as eu un enfant, c'est la catastrophe. Tout s'arrête. Généralement, on déscolarise même la jeune fille, pendant que le garçon continue à être scolarisé, ce qui est une pure injustice. Mais maintenant, si on apprend à l'adolescente que oui, c'est arrivé, ça n'aurait pas dû. Ça n'aurait pas dû. Mais maintenant que c'est arrivé, il y a quelque chose après. Ce quelque chose, c'est quoi? Le pasteur a très bien embrayé. Il faut commencer par lui donner une formation. Il faut lui donner des habiletés pour qu'elle pense, qu'elle se rassure que si elle a commis un faux pas, maintenant, elle peut se reprendre. D'ailleurs, là, voilà qui sait très bien coudre aujourd'hui, c'est un exemple.
Là, voilà, il sait très bien coudre aujourd'hui, ce qu'elle ne savait pas faire avant. Maintenant, il peut coudre les habits des gens. Là, voilà, il est secrétaire, ainsi de suite. Ça veut dire que plus on lui donne des habiletés, plus l'enfant est rassuré, et puis elle se relève et elle continue la route. En tant que coach, on connaît plusieurs femmes qui ont eu des enfants dans l'adolescence et qui aujourd'hui sont des femmes influentes dans la société. Ça veut dire que c'est un faux pas, c'est une remise en question. J'ai beaucoup aimé le thème de pasteur, c'est effectivement le moment de se dire, bon, maintenant c'est arrivé, qu'est-ce qu'on fait? Et juste cette question ouvre tellement de portes, tellement. Coach, on a vu le cas de Junora tout à l'heure. Elle doit désormais prendre en charge son enfant. Elle ne peut pas d'abord elle-même se prendre en charge. Et ce sont des difficultés réelles auxquelles sont confrontées ces jeunes mères. Comment faire, coach? La première des choses, une fois de plus, c'est l'accompagnement du parent. On a tendance à penser que lorsque l'enfant a accouché, elle est devenue mère, elle est devenue une femme, elle est une adulte. Non, c'est pas vrai. Elle a un enfant. En fait, c'est un geste naturel, mais elle a besoin de l'accompagnement de son parent. Déjà, même pour savoir comment on gère l'enfant. Il y a des jeunes filles, lorsque l'enfant se met à pleurer, elle-même se met à pleurer. Parce qu'elle ne sait pas distinguer les différents pleurs de l'enfant. L'enfant peut pleurer parce qu'il a besoin d'affection, parce qu'il est mal à l'aise, parce qu'il est même simplement mal couché. Donc, lorsque l'enfant pleure et elle ne sait pas comment distinguer ça, elle se met elle-même à pleurer. Ce que je veux dire, c'est que le parent doit accompagner l'enfant. C'est aux parents de former l'enfant pour lui montrer qu'est-ce qu'elle peut faire. Maintenant, ça peut arriver que la jeune fille soit désorientée, qu'elle ne sache pas comment faire. Tout à l'heure, on a parlé d'adolescente épanouie ou non épanouie. Ça peut arriver, mais l'accompagnement du parent est vraiment important. Qu'est-ce qu'on... Bon, on va revenir. On y va, coach, allez-y, continuez. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est en deux phases. Lorsqu'il y a un enfant à la maison, l'adolescente a eu un enfant, il y a deux choses principales à faire. En fait, deux phases. La première des phases, c'est rassurer l'enfant et puis la former. Tout à l'heure, j'ai aimé entendre que le parent est le coach de l'enfant. Voilà une situation de crise, ben, faites votre travail de coach. La bonne nouvelle, c'est que si vous ne savez pas le faire, il existe des coachs de parents. Donc, il peut vous montrer comment faire. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez coacher votre enfant. Vous allez donc lui montrer comment est-ce qu'on gère un enfant, comment est-ce qu'on se gère soi-même lorsqu'on est devenu parent. Parce que même si elle a 15 ans, bon, maintenant, elle est donc parent, elle a quelqu'un aussi sous sa responsabilité. Il y a une façon de se comporter. Donc, la première des choses, c'est accompagner l'enfant pour les débuts. Il faut lui montrer comment est-ce qu'on change la couche, comment est-ce qu'on nourrit l'enfant. Il faut lui apprendre à gérer même ses émotions. J'ai dit tout à l'heure, pour schématiser, l'enfant qui se met à pleurer, elle-même se met à pleurer. Le regard des autres, il faut lui montrer ça. La deuxième chose, c'est petit à petit lâcher prise. Parce que ce qui est certain, c'est que chacun doit assumer ses actes. C'est vrai, l'enfant est encore mineur, mais c'est une formation même pour l'âge adulte. Chacun doit assumer ses actes. Ça veut dire que petit à petit, quand l'enfant pleure, nous les mamans ou nous les grands-mères, on a tendance à réagir vite. On se dit, elle ne connaît pas. Lorsque l'enfant pleure, c'est à nous d'aller porter l'enfant parce qu'elle ne saura pas porter. Non. Petit à petit, apprenez-lui que, mon ami, tu n'as pas entendu que l'enfant pleure. Va porter l'enfant. Vous allez voir qu'au début, elle va traîner un peu parce qu'elle sait que la mémé de l'enfant est là, elle va aller porter l'enfant. Non, commencez à lâcher prise, commencez à la mettre dans l'arène, à l'amener à prendre ses responsabilités. Et voilà comment petit à petit, elle remet le pied dans la vie et puis elle se relance. Si vous tombez dans le, je ne sais pas si je vais dire sentimentalisme, à tout moment, vous êtes en train de dire, elle ne connaît pas, je vais porter l'enfant, elle ne connaît pas, je vais le nourrir. Bon, elle ne saura donc jamais. Pasteur Joséphine, on a le regard de la société qui ne facilite pas toujours les choses. Parce que, jeune fille étant déjà mère, on est tout de suite vue comme celle qui a gâché sa vie. Rien n'est plus. Comment faire pour surmonter cela? Également dans la famille, parce que les parents, ils sont vus d'un œil un peu comme s'ils avaient échoué. Déjà, je voudrais ajouter que, en fonction de la situation financière des parents, quand on a un enfant, on a des rêves pour cet enfant. Et je pense que si cet enfant a un autre enfant tôt, ça peut être une opportunité pour nous, premièrement, de recalibrer la vie de cet enfant. Donc, elle a eu pour rêve de devenir technicien de laboratoire. Supposons son papa avait les moyens. Il prend l'enfant, il met de côté, il paye, elle repart à l'école. Cette fois, elle va plus s'amuser à l'école. Je ne pense pas qu'elle va s'amuser comme avant. Ça, déjà, c'est une option. Il y a des personnes comme ça, les parents ont pris l'enfant et la personne s'est relancée à l'école. Donc, si je t'aide, je prends cet enfant, c'est parce que je sais que tu es en train d'aller chercher un futur meilleur. Pas genre, tu vas te retrouver au quartier en train de traîner. Ça peut aussi aider. Donc, s'il y a des parents qui ont les moyens financiers, aider l'adolescent qui a eu l'enfant. Supposons que cette année, c'était juste une année où elle a échoué. OK? Donc, tu as échoué, redouble juste la classe.
continue tes études. Et le mindset est tellement important. Les gens vont toujours parler. S'il y a quelqu'un qui a construit une grande entreprise aujourd'hui, la personne a échoué plusieurs fois, la personne n'a toujours pas plu à tout le monde. Donc ça, on sait déjà. Donc il faudrait que l'enfant apprenne juste très tôt. Donc j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants que je coach, je les prends dans le mindset des adultes parce que les enfants sont détachés de la réalité des adultes. Et c'est quand ils ont 22, 23 ans qu'ils se rendent compte, en fait, je dois travailler dur pour avoir mon argent. Je connais l'échec, j'arrive au boulot, ça ne me plaît pas. En fait, mon patron ne tient pas compte de mes émotions parce qu'à la maison, on n'avait pas préparé l'enfant à cela. Donc, c'est juste que l'enfant a été précipitamment amené à l'âge adulte parce que être adulte, ce n'est pas seulement l'âge. Il y a des adultes de 30 ans qui ne sont pas adultes. Il y a des adultes de 40 ans qui ne sont pas adultes. Mais c'est la façon dont je me vois, la façon dont je me responsabilise. Qu'est-ce que je veux faire de mon futur? Il y a des personnes de 18 ans qui sont mariées parce que les parents les ont préparés. C'est vrai que c'est rare de nos jours, mais il y en a. Parce que l'enfant sait exactement où est-ce qu'il va. L'autre jour avec des enfants, parce qu'on parle beaucoup, tu te vois où quand tu auras dans 6 ans? Tu vas te marier à quel âge? Et c'est là que j'ai pu voir où est-ce que les enfants se voient intérieurement. Il n'y a qu'un seul qui a dit qu'il va se marier à 30 ans. Les autres ont dit 25, 26 ans, je vais d'abord travailler, après je vais faire ceci, après je vais faire cela. Donc le travail doit se passer vraiment majoritairement du côté du parent. Maintenant, il faut pouvoir, je veux toucher là-dessus. L'enfant a échoué. Je vais prendre l'exemple d'un bandit qu'on attrape. Les personnes qui veulent lapider cette personne, ce bandit, ont sûrement menti dans la journée, ont sûrement volé, on ne les a pas vus. On sont sûrement sur le point d'aller peut-être voler ou tromper leur mari. Mais étant donné que lui, il a été exposé, on va le juger. Donc, cet enfant peut-être a fait une erreur et ça, en fait, je trouve ça courageux d'accepter de porter la grossesse. Donc, au lieu d'insulter l'enfant, on devrait encourager et apprécier. Parce qu'il y a des personnes adultes qui vont avorter. Il y a des adultes de 40 ans, 35 ans qui vont avorter. Donc, si cette adolescente a pris, ok, je vais prendre cet enfant, je pense que c'est un acte qu'on devrait apprécier au contraire. Donc, au lieu de faire que l'enfant se sente mal, se sente humilié, il faudrait qu'on change son mindset. Et l'enfant va se dire, mais attends un peu, j'ai déjà accompli beaucoup. J'ai mis cet enfant au monde, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça veut dire que je peux faire plus que ça. Donc, c'est comme ça que je pense que le parent devrait faire. Donc, l'aider financièrement si possible. Parce que émotionnellement, déjà, l'enfant est à terre. Et s'il faut se former, faire quelque chose, l'argent ne va pas apparaître. Il faudrait que le parent investisse encore. C'est vrai qu'ils vont se fâcher en le faisant. Mais asseyez-vous, décidez avec votre enfant. Qu'est-ce que tu veux faire? En fonction de cela, mettez l'enfant pour une petite formation ou une longue formation si nécessaire. Mais supportez l'enfant. Vous êtes son premier motivateur. Même si tout le monde entier te laisse tomber, moi, je vais te supporter. Vous allez voir que peut-être l'enfant est tombé enceinte parce que vous étiez loin de l'enfant, vous étiez éloigné. Parce que si l'enfant pouvait vous parler, il y aurait des choses que vous auriez pu lui dire. Donc, ça peut être une opportunité pour se réconcilier. Vraiment, quand j'ai eu ma grossesse, mon père m'a soutenue. Et ce sont des choses qui marquent à vie. Donc, voilà, ça, c'est mon opinion. Pasteur Joséphine, pour sortir, concilier vie de mère et aller chercher, se battre pour son avenir, c'est très, très difficile. Et c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne plus arriver là? Est-ce que c'est du côté pour conseiller les jeunes ou bien conseiller les parents et les jeunes? Parce qu'en même temps, il faut que les parents mettent des bases, qu'ils essayent de mettre quand même des barrières. Premièrement, les parents doivent arrêter d'être aussi loin de leurs enfants. Parce que si l'enfant va chercher l'affection ailleurs, il y a quelque chose. L'enfant est en train d'appeler à l'aide. Mais on ne comprend juste pas. Ces nuits où l'enfant se retrouvait en train de sortir, les parents parfois savent. Parfois, ils ont voyagé, ils laissent l'enfant avec la ménagère ou bien avec je ne sais pas qui. Et on ne sait pas ce que l'enfant est en train de faire. Donc, je dis toujours aux parents, mon but, c'est de vous rapprocher de votre enfant. Que l'enfant sache que vous avez une histoire. Est-ce que vous savez que beaucoup d'enfants ne savent pas comment leurs parents se sont rencontrés? Ils croient que les parents sont tombés du ciel. En fait, papa est né, il avait 40 ans. Il m'a eu à 41 ans. Et donc, il n'a jamais été ado. Il n'a jamais connu les émotions que je traverse. Parce que, supposons une jeune fille, elle commence à se faire draguer parce qu'évidemment, elle est belle. Et il y a des émotions qui arrivent. Elle ne comprend pas. Elle essaie de se rapprocher de maman. Maman, non, il faut que tu fasses comme ça. Non, j'ai déjà vu tu as porté un mini-jupe. Du coup, ça embrouille l'enfant. Et n'oublions pas que si un garçon dehors qui est en train de draguer, il va continuer, il va insister. Donc, étant donné qu'elle n'a pas été prévenue et qu'elle croit que si je dis à maman ce qui m'arrive, maman va croire que c'est de ma faute, alors que c'est en train de m'arriver. Par contre, il y a des enfants qui arrivent, parfois ils viennent, quand ils s'ouvrent, je vois, en fait, il fallait juste que maman communique avec l'enfant pour que l'enfant comprenne que maman a traversé ça. Maman peut me comprendre. Je vais juste utiliser un passage de la Bible. La Bible dit que Jésus peut comprendre ce par quoi on est passé parce qu'il est venu, il a traversé le péché, il a été tenté. Donc quand on va à lui, on peut... Ah oui, il a traversé ça aussi, donc je ne peux pas avoir honte. Je vais me dire, il est tellement saint, il n'a jamais été tenté. Donc du coup, quand l'enfant peut se rapprocher du parent,
ça aide. Et la communication dissout les problèmes qu'il y avait dans la tête. Coach Sameh, je reviens à vous sur la même question pour sortir. C'est une situation qu'on peut quand même éviter, Coach Sameh. Quelles sont les clés que les parents doivent donner aux enfants? Première des choses, les parents doivent être éduqués. C'est malheureux à dire, mais quelquefois, beaucoup d'entre nous deviennent des parents de fait. Ça veut dire que lorsqu'on cohabite avec quelqu'un, on se retrouve enceinte et puis on éduque les enfants généralement par rapport à ce que nous-mêmes nous avons reçu comme éducation. Et on ne se rappelle pas que nous évoluons dans le temps. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Ça veut dire que la quantité de choses qu'il y a même dans la tête de vos enfants, je vous assure, vous n'imaginez même pas. Simplement parce que vous n'aviez pas pensé à ça lorsque vous étiez enfant, vous pensez que c'est ce genre d'enfant que vous avez. Non, vous devez switcher dans votre tête, vous devez évoluer dans votre tête, vous devez savoir que vous avez un genre d'enfant qui n'est pas comme vous avez été. Maintenant, vous-même parents, ayez l'ouverture d'esprit d'apprendre, de vous adapter à, je vais dire, cette race d'enfants pour pouvoir lui parler le langage qu'il comprend, pour pouvoir lui dire quelque chose dans lequel il se retrouve et dans lequel il va avancer. Ça, c'est la première des choses. Le parent lui-même doit avoir cette ouverture d'esprit pour pouvoir se remettre en question et éduquer l'enfant. Deuxième des choses, passer à l'action. Vous savez, la plupart d'entre nous, nous n'avons pas eu une enfance dorée. Nous avons tellement souffert dans l'enfance que pour être ce que nous sommes, nous sommes levés, nous sommes allés chercher ça. Alors on se dit, moi j'ai souffert pour deux. Je sais ce que veut dire dormir affamé, marcher à pied et tout ça. Vraiment, mon enfant ne va pas souffrir. Ça veut dire qu'on voit l'enfant petit à petit commencer à dévier. On se dit, non, il ne comprend pas. Petit à petit, ça va aller. On veut pas le blesser. On veut pas lui faire mal. Vous voyez, lorsqu'on fait ça, petit à petit, l'enfant aussi, il pose des actes, il nous regarde. Quand il voit qu'on ne dit rien dans le sens de recadrer, il fait quoi? Il avance. Plus on ne dit rien, plus il avance. Après, il se retrouve avec une grossesse, ça devient, mais qui t'a appris ça? Comment? Ainsi de suite. Quelquefois, on a vu l'enfant commencer à avoir les jupes qui commençaient à se raccourcir. Qu'est-ce qu'on avait fait? Donc, on s'est dit, non, on a souffert pour deux, c'est un enfant de son époque, dont le parent doit être vraiment équilibré. Coach Sameh, est-ce qu'il n'y a pas là un problème aussi de crise d'adolescence? Est-ce que les parents sont suffisamment préparés pour gérer les crises d'adolescence de leurs enfants? La vérité, c'est qu'on n'est jamais entièrement préparé. La crise d'adolescence, elle est normale, mais les êtres humains n'étant pas des robots, chacun a, je vais dire, ce sur quoi quelque chose qui lui est propre. Et c'est aux parents de tenir compte de la spécificité de son enfant. Ce que je veux dire, c'est que même si vous avez 5 enfants, tous vos enfants ne se comportent pas de la même façon. Tous vos enfants ne sont pas sensibles à la même façon, à la même chose. Du coup, c'est à vous de savoir comment vous allez gérer ces enfants pour parler à chaque enfant son langage, même si tous ces enfants sont vos enfants. Oui, il y a la crise d'adolescence. Même nous avons été adolescents. À notre époque, nous aussi, nous étions adolescents. Nos parents trouvaient que nous étions têtus. Aujourd'hui, nous avons changé. Donc, j'aime dire aux parents que la situation que vous voyez sur vos enfants, là, ça va passer. Mais les conséquences, elles ne vont pas passer. C'est pour ça que nous devons nous concentrer à faire de nos enfants des êtres meilleurs. N'ayons pas peur de leur faire mal. N'ayons pas peur de leur dire des phrases qui choquent. Pourvu qu'ils bougent et plus tard, ils vont nous remercier. La plupart d'entre nous, nos parents nous ont engueulés, nos parents nous ont fessés. Mais aujourd'hui, nous sommes très reconnaissants, nos parents. Merci Coach Sameh. Nous allons observer un arrêt dans cette émission pour prendre notre rubrique mots d'enfant. Et cette semaine, on s'intéresse à l'angine. Je vous invite à suivre les explications du docteur Njoya Suleiman. Il a été rencontré par Cynthia Nguemo. L'angine, c'est l'inflammation des amygdales. C'est-à-dire qu'à la gorge, quand l'enfant n'arrive pas à avaler, il a mal à la gorge, il dit que maman, il n'arrive pas à avaler, mal à la gorge. Donc on pense souvent en angine. L'angine peut être virale comme elle peut être bactérienne. Vous avez compris? Souvent quand l'angine virale, ça passe seul. On donne un petit paracétamol, un petit truc, un petit anti-inflammatoire, la fièvre, le truc ça va. Généralement la vie se complique souvent quand l'enfant n'arrive plus à avaler. Il peut faire de la grosse fièvre, il est grincheux, il ne mange plus. Là, ça devient un peu compliqué. Un rhume banal simple qui n'a pas été bien géré. Or, on sait qu'il y a une communication entre le nez, la gorge et les oreilles. Alors, un enfant enrhumé qui ne peut pas bien, qu'on n'a pas bien soigné, son germe peut se déposer au niveau de la gorge, au niveau de l'arrière-gorge et infecter les amygdales.
et ça nous donne une grosse angine qui fait l'enfant n'arrive pas à manger et qui fait de la fièvre. Ok, et pour ça, il y a plusieurs germes qui provoquent les angines, comme je dis les virus, aussi des bactéries, qu'on appelle souvent, certains sont des streptocoques, bêta-hémolytiques, et ainsi de suite. Le traitement à la maison pour l'angine, c'est quoi? C'est baisser la fièvre. Baisser la fièvre. Pour un enfant qui fait le gargarisme, on dit souvent fait le gargarisme à l'eau salée, il crache, il fait, mais après c'est déjà le pétard parce qu'il faudra que le médecin objective vraiment cette angine et pouvoir voir de quel type d'angine il s'agit parce que c'est souvent classé, les angines, ils ont une classification. En fonction de ce que le médecin a vu, le pédiatre a vu, le médecin a vu, il fait la prise en charge de l'enfant en lui plaçant les médicaments appropriés. Il y a certains examens complémentaires à faire, il va faire des certains bilans biologiques complémentaires pour faire la bonne prise en charge adéquate. Ne pas attendre à la maison, si un enfant fait une angine avec une grosse fièvre, si l'enfant se plaint qu'il a mal à la gorge et qu'il faut une grosse fièvre, ne pas attendre à la maison, on lui baisse la fièvre, on va à l'hôpital, on voit qu'il attend de commencer, parce qu'on a remarqué certaines choses, certains commencent à écraser, comme on dit souvent, votre famille piment, on dit ça va soigner l'angine, d'autres donnent les colas, maintenant la cola, ça va soigner l'angine, et après ça se complique, après ça va calmer la douleur, mais quand c'est compliqué, ça devient un peu plus sérieux. Et là maintenant, il y a des médecins spécialistes en ça. C'était notre rubrique mots d'enfant consacrée cette semaine à l'angine et c'était là les explications du pédiatre Njoya Suleiman. Place tout de suite au cri de cœur. Cette semaine, c'est une maman bouleversée qui nous a écrit. Je vais de suite vous lire sa correspondance. Bonsoir Adi, bonsoir aux experts sur le plateau. Je m'appelle Stéphanie, j'ai un garçon de 12 ans avec qui depuis peu de temps, je n'arrive plus à entretenir une relation saine et non conflictuelle. En effet, depuis sa naissance, mon petit garçon avait avec moi une relation assez fusionnelle. Les absences répétées de son père, mon époux, nous ont rapprochés beaucoup plus. Nous partagions tous les moments ensemble et je le prenais pour mon confident. Il lui arrivait même de me donner des conseils, de m'essuyer les larmes quand je n'en pouvais plus. Mais voilà, depuis bientôt 1 an, nos relations ont totalement changé. Mon garçon n'accepte plus aucun reproche venant de moi. Il me parle bien souvent comme à l'une de ses copines, me méprisant même à la limite. Quand je lui donne des ordres par exemple, il n'obtempère pas et dans son regard, je sens même parfois l'agression. Ce qui me dérange le plus, c'est que tout ceci n'arrive que lorsque son père n'est pas à la maison ou dans les parages. Il obéit plus facilement à son papa et joue souvent au garçon correct en sa présence. Si je vous écris ce soir, c'est pour que vous m'aidiez enfin à comprendre cette situation qui m'échappe. Dois-je comprendre que j'ai eu tort de créer cette relation avec mon fils ou que j'ai mal fait de lui avoir accordé autant d'attention? Est-ce normal qu'à son âge, il manifeste autant de conflits vis-à-vis de moi? Aidez-moi à prendre contrôle de cette situation avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, mesdames, messieurs, c'est le cri de cœur d'une femme bouleversée. C'est madame Stéphanie face à l'attitude de son fils qui bat en prêche son autorité parentale. Pasteur Stéphanie, Joséphine, je me retourne vers vous. Quelle est votre réaction à l'écoute de l'histoire de cette dame, de son cri de cœur? Je reviens une fois de plus vers le parent. L'enfant n'est que le fruit sur l'arbre. Et il faut toujours regarder la racine. Qu'est-ce qu'elle a semé au départ? Est-ce qu'elle a pris une mangue et s'attendait à avoir un avocatier ou quoi? À l'entendre, elle voulait être l'amie de son enfant. C'est impossible d'être un ami pour son enfant. Les enfants ont besoin de coach. Ils ont besoin des personnes qui vont leur faire du bien, leur montrer ce dont ils ont besoin, pas ce dont ils ont envie. La deuxième chose, je crois que la violence qui est en train d'arriver de la part de son enfant, il faudrait qu'elle voie
si je lui parle, je vais sûrement lui demander comment est-ce que son mari se comporte vis-à-vis d'elle. L'enfant la traite sûrement comme ça parce qu'il a vu quelqu'un, et parfois c'est le mari, l'a traité de la sorte. Donc du coup, ça peut être... Mais dans la lettre, elle explique quand même qu'en présence du père, l'enfant joue à l'enfant correct. Il est obéissant. Peut-être quand le papa est là, il est obéissant. Mais il voit comment papa traite sa mère. Donc après, il croit que je suis permis. Je peux la traiter de la même façon que papa fait. Donc, il y a cette familiarité qui s'est peut-être installée. Donc là, elle a donné sa version, mais avec plus de questions, je peux rentrer vraiment dans la... Mais ça, c'est une personne qui a apparemment une mentalité de victime vis-à-vis de son enfant. Je t'ai tellement aimé, je t'ai tout donné. Et vous savez, la coach a dit tout à l'heure, tout donné, nous, on a eu des choses qu'on a manquées. Et c'est ça qui a fait qu'on développe ce mental qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est pas en donnant tout à l'enfant qu'on va forcément en faire quelqu'un comme nous aujourd'hui. Regardez dans votre passé. Qu'est-ce que vous avez manqué de quoi? Vous n'avez toujours pas eu exactement ce dont vous aviez besoin. Donc, je pense qu'il y a encore, il y a plus que ça autour. Mais je veux déjà mentionner que s'il a 12 ans, ça veut dire qu'il y a sûrement la puberté qui est en train de frapper à la porte. Donc, il a des émotions. Et puis, il y a aussi l'extérieur qui ne le comprend. Parce que, en parlant avec les jeunes de cet âge-là, je me rends compte qu'ils sont incompris. Ils croient que leurs parents ne les aiment pas. Ils croient qu'ils n'ont pas d'importance. Il faut voir s'il est aussi le seul enfant. Est-ce qu'il a des petits frères? Parfois, quand l'attention est tournée sur ses petits frères, il essaye avec ce geste d'avoir l'attention de maman. Et bien sûr, si maman donne de l'attention à papa et au petit frère, et lui on le laisse parce qu'on sait qu'il va toujours tout prendre sur lui, donc il va manifester par une révolte. Et il y a aussi les attentes non exprimées de la société. Parce que parfois, il y a beaucoup d'attentes. Ouais, tu es le premier, s'il est le premier, bien sûr. Ouais, voilà, tu es le seul fils de papa. Il faut que tu... Du coup, inconsciemment, ça se construit avec les années. It builds up inside. Et puis, à un moment, l'enfant dit, bon, c'est bon. C'est pour ça que vous voyez, à des moments, des enfants, ils arrêtent à l'école, ils commencent à baisser. Toutes les performances commencent à baisser. Parce que l'enfant est fatigué d'être à un certain standard. Ou encore, maman n'a pas besoin que ce soit son ami. Nos enfants ne sont pas nos amis. Il faut qu'on trouve le juste milieu. Quand il faut rire avec toi, je ris avec toi. Quand tu dépasses les bornes, c'est comme notre boss. Vous n'avez pas dit, quand vous faites quelque chose qui n'est pas bien, pour l'intérêt de l'entreprise, le boss va dire, à ce niveau, si tu n'as pas, c'était pas bien, il faudrait que tu corriges. Donc voilà, et l'autorité ne commence pas à 12 ans. Elle a semé ça depuis longtemps. Faut pas que c'est pas parce qu'elle est venue constater ça maintenant. Il y a eu sûrement des signes qu'elle a laissé passer. Donc ça ne se manifeste pas seulement maintenant. Coach Samet, d'une relation amicale avec son enfant, aujourd'hui à une relation conflictuelle. Qu'est-ce qui peut justifier ce revirement de situation? On peut imaginer plusieurs choses. La première chose, je vais sur le chemin du pasteur, je pense à la puberté. C'est ça qui peut justifier aussi que pour une raison inexpliquée, l'enfant change. Et puis ça m'a rappelé une scène qui s'est passée avec mon propre fils. Il avait moins de 10 ans. Et puis on marchait en route. J'ai remarqué, bon, quand on marchait, je lui tenais la main. Mais à un moment, c'est comme si je n'ai pas bien observé, mais c'est comme s'il enlevait sa main. C'est comme s'il enlevait sa main. Bon, au début, vraiment, ça n'a pas attiré mon attention. J'ai même pensé que sa main a glissé. Donc, j'ai bien arrêté encore sa main. On marchait en route, il y a les voitures et tout. Mais c'était sérieux. Il a enlevé sa main. Je n'ai rien dit. On a continué de marcher. J'ai laissé sa main et puis on a continué à marcher. Mais alors, je me dis, mais finalement, ça veut dire que l'enfant s'y grandit. Ça peut être un signe que petit à petit, lui, il se sent grand et puis il veut y aller par lui-même. On appelle ça le sentiment de surpuissance. Ça veut dire que lui, il sait qu'il sait. Il sait qu'il est un grand. Et puis lorsque vous lui tenez la main, vous l'infantilisez alors que lui trouve qu'il est grand. Alors il trouve un moyen pour vous montrer qu'il est grand. Et peut-être dans ce cas, il se met à vous parler n'importe comment. Donc ça peut être un sentiment qui vient du fait qu'il soit en pleine puberté et qu'il subit tellement de métamorphoses qu'il apprend à apprivoiser. Ça peut être l'une des choses. La deuxième des choses que je vois, ça peut être la mère qui est en carence affective. À votre avis, qu'est-ce qui peut faire qu'une femme mariée aille se confier à un enfant? Peut-être ça veut dire qu'elle n'arrive pas à faire de son compagnon son confident. Oh, nous avons ce besoin naturel de nous ouvrir à quelqu'un. Nous sommes tous pareils. Peut-être donc quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas dans son couple. Et puis, bon, son enfant, c'est quand même son sang. Donc, par instinct, par réflexe, elle va vers l'enfant. Et puis, elle se met à lui dire des choses qu'il n'a pas encore la force de porter. Mais à force de le lui dire, vous êtes en situation de faiblesse. Vous savez, lorsque je viens vous demander conseil, je me mets sous votre influence. C'est ce que ça veut dire. Donc, une mère va se mettre sous l'influence de son enfant. C'est vrai qu'à un certain moment, l'enfant, comme elle dit, l'enfant dérape.
Vous le mettez dans un rôle qui n'est pas le sien, il ne sait pas trop comment gérer ça. Bon, en plus, un garçon avec la testostérone qui commence à monter, il se prend pour le petit père. Et puis, bon, la dernière des choses, c'est les médias aussi qui ne nous aident pas beaucoup. Comme ça, mais est-ce a dit qu'on ne doit pas se confier à son fils? On peut le faire. On peut le faire, mais c'est dans un but éducatif. J'ai beaucoup aimé entendre qu'en réalité, le parent n'est pas l'ami de son enfant. Vous pouvez vous confier à votre enfant pour lui apprendre à gérer certaines situations. Par exemple, moi, il m'arrive régulièrement de dire à ma fille, voilà tel montant d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire comme nourriture ici? C'est pas parce que je ne sais pas, mais c'est parce que je veux lui apprendre à gérer dans l'argent qu'elle a. Oui, on peut se confier à l'enfant, mais ça doit toujours être dans un but éducatif. Ça ne doit pas être votre confident, c'est pas lui qui doit vous donner les conseils. Plutôt, il attend des conseils de vous. Quand vous faites ça, vous le déstabilisez même parce qu'il n'est pas, j'ai failli dire, il n'est pas fait pour ça. Koutsame, est-ce qu'il n'y a pas de la provocation dans l'attitude de l'enfant? Quand son père est là, il est obéissant, mais dès qu'il tourne le dos, il fait front à sa mère. Oui, c'est une provocation. Vous savez, éduquer l'enfant, c'est le rendre autonome. Ça veut dire que lorsque vous avez fini l'éducation de votre enfant, ça veut dire que vous en avez fait un être autonome, utile à lui-même, utile à sa famille, utile à la société. C'est dans ce cas qu'on dit vous avez bien éduqué votre enfant. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire pour l'enfant, ça va dans le sens de le rendre autonome. Plus l'enfant grandit, plus il quitte sous votre influence pour devenir un homme ou pour devenir une femme. Pour nous, sur ce plateau, qui avons encore nos parents, nos rapports avec nos parents ne sont pas comme lorsqu'on avait 12 ans. Donc, c'est tout à fait normal qu'à un moment, l'enfant essaye de quitter sous l'influence de ses parents pour grandir et aller sur son chemin de vie. Maintenant, ce qui arrive, c'est que quelquefois, nous, les mamans, on est un peu tendres, on est un peu émotifs devant nos enfants. Et puis, ils observent. Et ils savent que la maman, bon, avec l'émotion, certaines choses, elle peut faire passer. Le père, lui, il est assez strict. Avec lui, on ne blague pas. Il sait très bien que ce qu'il dit à sa mère, s'il dit ça à son père, il ramasse une gifle sur place. Mais la mère va se dire, non, c'est l'enfant, il comprend pas, il est encore petit, il va comprendre plus tard. Quand on a trop fait, on dit, je vais dire à papa, hein, quand il va venir, si tu vas voir ce qu'il va te faire. En réalité, nous, les femmes, on n'arrive pas à comprendre que nous avons autant la responsabilité d'éduquer nos enfants. Nous ne sommes pas leurs grandes sœurs en attendant que papa vienne et que c'est lui qui vienne remettre la discipline. Si vous n'arrivez pas à vous imposer chez vous, en tant que parent, que vous soyez le père ou la mère, vous êtes le parent. Si vous n'arrivez pas à vous imposer chez vous, finalement, l'enfant va vous manquer de respect. La bonne nouvelle, c'est que les enfants ne font pas ça à tout le monde, ne font pas ça à toutes les femmes, mais il y a des outils psychologiques qui apprennent à la femme comment s'imposer chez elle. J'en viens à vous, pasteur Joséphine. Comment s'imposer de nouveau? Comment faire obéir cet enfant? Déjà, s'il y a des problèmes émotionnels chez le parent, il faut que le parent comprenne d'abord pourquoi il en est arrivé là. Parce que vous donnez de nouveaux outils là, vous allez essayer une semaine, vous allez laisser tomber. Et vous allez penser que le développement personnel là, ça ne marche pas. Du coup, vous allez faire volte-face et retourner dans l'ancienne attitude qui pourrait empirer. Donc déjà, reconnaître exactement où est-ce que j'ai échoué. Où est-ce que, qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas bien. Et ça peut prendre du temps. Avoir l'esprit ouvert, parce que dans ces séances-là, vous allez découvrir plein de choses par rapport à vous qui ne sont pas très agréables. Parfois, il y a des problèmes avec papa qui remontent, les problèmes que vous avez dans la famille, que vous avez grandi, si vous avez grandi avec des oncles, des tantes, il y a autant de choses qui remontent. Donc, sans le savoir, nous portons notre vie passée et nous la mettons sur nos enfants. Donc, avant de passer le bâton à nos enfants, nous devons le changer. Et c'est ce que le développement personnel fait justement. Ça vous permet de volontairement programmer ou reprogrammer certaines choses dans votre vie. Donc, malheureusement, en Afrique, c'est encore un peu en arrière parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que ce n'est pas nécessaire. Il y en a qui pensent que c'est les choses des Blancs, il y en a qui... Mais plus on se connaît et on se comprend. Il y a des personnes qui arrivent parfois, le papa, il ne veut pas entendre parler, genre, ici, je suis le père, voilà. Mais quand vous faites asseoir la personne et vous lui expliquez ce qui lui arrive à lui, ce qui arrive à son enfant, il comprend mieux ses émotions parce que il y a du sang qui coule dans nos veines. Si on se coupe, il y a du sang qui va couler. Donc, il y a des actions qui vont entraîner des réactions automatiques, qui que vous soyez. Donc, une fois qu'on comprend ça, le parent est en mesure, premièrement, de comprendre que c'est lui qui est censé diriger l'enfant, prendre autorité. Parce que parfois, si la femme est dans un foyer, justement, quand la coach en parlait, je me suis dit, qu'en est-il? Parce que parfois, il y a des hommes qui sont très autoritaires. Du coup, la femme n'a pas le droit de parler, elle n'a pas le droit de corriger l'enfant, elle n'a pas... Et c'est très... Vraiment, quand j'y pense, ça me fait vraiment mal au cœur parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans des foyers, elles ne peuvent pas parler. Quand elles écoutent même peut-être ceci, elles se disent, vraiment, il faut dire qu'elles n'écoutent même pas avec le papa parce que sinon, ce sera les problèmes après. Donc, du coup, c'est délicat. Mais si c'est une femme,
Parce que la plupart des clientes que j'ai, ce sont des femmes qui veulent sortir de là. Parfois, même si elles sont sorties de la relation, c'est difficile de reprendre l'autorité parce que l'enfant a déjà peut-être 15 ans, 16 ans et peut-être il est traumatisé. Ok, je ne sais pas, comme je me suis séparée de son père, je ne sais pas comment reprendre autorité. La première chose, vous devez avoir votre équilibre d'abord. Parce que pour pouvoir prendre une décision qu'on va tenir, si vous n'êtes pas émotionnellement stable, vous allez commencer, vous allez laisser tomber. Vous allez commencer, vous allez partir dans une dépression. Et l'enfant voit, parce que nos enfants sont très intelligents. Quand je parle aux enfants, je leur dis, vous êtes des adultes dans un corps d'enfant. Donc, je ne vous prends pas comme les enfants. Parce que vraiment, tout ce que vous faites à vos parents, là, on connaît, on a fait ça. Donc, du coup, c'est important pour le parent de comprendre que j'ai le contrôle. Parce que beaucoup de parents se disent, non, oh non, mais ils prennent les enfants comme des... Je ne sais pas. Mais du coup, ça met l'enfant dans la position de force. Qu'est-ce que tu veux? Donc, que le parent comprenne que si je discipline l'enfant, déjà, je peux discipliner l'enfant. L'enfant peut m'écouter. Je peux parler et je suis ferme, l'enfant écoute. Mais bien sûr, c'est comme un effet boule de neige. Donc, si on a déjà perdu totalement l'autorité, il va falloir reconstruire progressivement. Donc, il y a des petites choses. Pasteur Joséphine, elle a besoin de reconstruire cette autorité parce que visiblement, l'enfant... Cette femme, je ne vais pas lui dire juste, ok, voilà, il faut lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, si peut-être il sortit, rentrer à 17h, tu vas lui dire, ok, à partir d'aujourd'hui, il revient à 16h, c'est moi qui commande ici, ça va servir à rien. J'ai dit, la première chose d'abord, il faut, si elle écoute ceci, il faut qu'elle fasse son examen interne, personnel, qu'elle revoie dans son passé. Qu'est-ce que sa maman a subi? C'est pour ça que ça mérite vraiment, il faut du temps pour s'asseoir et vraiment étaler la chose. Parce que généralement en Afrique, on aime bien faire les choses rapidement. Oui, dis-moi rapidement 2-3 choses et puis 2 astuces. Non. Il faut d'abord qu'elle regarde son passé. Sa relation avec son mari, je suis sûre qu'il y a des lacunes. Et comme la coach disait, sûrement il n'y a pas de peut-être il n'y a pas de dialogue, donc elle doit se rabattre sur l'enfant. Il faut qu'elle regarde cet aspect-là. Et puis si elle résout ces 2 aspects, automatiquement l'enfant va commencer à lui obéir. En fait, c'est comme si l'enfant peut voir cette faiblesse. C'est comme s'il peut lire dans notre aura. Et puis, il voit cette faiblesse et il l'utilise juste. Donc, ce n'est pas... parce que ce genre de personnes, vous allez voir que parfois, elle ne respecte plus sa parole. Ok, je vais faire ça et ne fait pas. Et du coup, l'enfant se rend compte, mais en fait, peut-être maman ment. Il se rend compte, elle a menti là. Du coup, ça la met en position de faiblesse. Et l'enfant se dit, mais elle ne respecte pas ce qu'elle dit. Elle ment, elle fait ceci, elle fait cela. Papa lui parle n'importe comment. Ben, moi aussi, je peux le faire. Donc, elle va commencer à corriger 1-2 choses. Automatiquement, elle va reprendre sa force. Parce que pour corriger un enfant et à maintenir l'autorité, il faut une certaine force. Parce qu'il y a des enfants qui sont très forts. Quand l'enfant arrive et l'enfant va pleurer toute la nuit, il va pleurer toute la nuit. Pour pouvoir ramener cet enfant, il faut un adulte qui a une force de caractère élevée par rapport à celle de l'enfant. Et parfois, dans une maison, même le père et la mère n'ont pas cette force-là. Et il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent. Il faut qu'un coach leur dise pour qu'ils puissent tenir tête. Et parfois, on se dit, non, chez les Blancs, on laisse les enfants faire ce qu'ils veulent. C'est faux. Le blanc, quand il veut discipliner son enfant, s'il a dit l'heure du coucher, c'est 19h. 19h, tu vas te coucher. S'il a dit pas de goûter à cette heure-ci, pas de goûter. Donc, déjà que le parent qu'elle puisse remettre des disciplines, des règles qu'elle avait à la maison, qu'elle fasse son examen par rapport à ses parents, qu'elle revoie par rapport à son mari, avant de voir son fils. Et qu'elle comprenne aussi, qu'elle parle avec son fils. Si elle essaie le dialogue et que ça ne passe pas, si elle arrange les 2-3 choses, je pense que son humeur va revenir. Parce que peut-être elle est un peu colérique à la maison, je ne sais pas. Du coup, ça ne donne pas l'envie de parler avec elle. Donc, si elle arrange ces choses-là, son humeur va revenir. Ah oui, elle va vouloir parler avec l'enfant, dialoguer avec l'enfant. Et là, peut-être il peut s'ouvrir. Et parfois, l'enfant va s'ouvrir, va dire, voilà, maman, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Et peut-être qu'il a une influence extérieure. Peut-être quelqu'un est arrivé, lui a dit, vraiment, ta mère, tu sais que tu peux faire ça. Et on lui a semé des idées qui étaient négatives. Donc là, il peut s'ouvrir et puis elle peut justement voir ce qu'elle peut faire. Coach Samet, vous avez certainement également des clés pour aider cette femme à sortir de l'impasse. Effectivement, j'aurais commencé exactement comme le pasteur, la remise en question. On suppose qu'ils ont déjà fait ça. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est que les 2 parents s'entendent sur le genre d'éducation qu'ils vont donner à l'enfant. Quelles sont les valeurs qu'on veut mettre dans cet enfant? Oui, l'enfant a déjà 12 ans, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce qui est certain, c'est qu'à 15 ans, ce sera tard. Donc aujourd'hui, c'est le bon moment. Donc un jour, qu'on organise un conseil de famille, que le père et la mère se mettent là et qu'on asseye l'enfant. Et puis, ils vont choisir. Idéalement, je propose que c'est la mère qui parle parce qu'elle a besoin d'instaurer son autorité. Pour le père, l'autorité est déjà là. Alors qu'elle explique à l'enfant quelle est leur vision de couple, quelle est leur vision de famille. Et puis, dans cette famille, nous, voilà comment nous on tient à être.
Quand tu es né dans la famille, tant que tu es dans cette maison, voilà comment on veut que les choses marchent. Ça n'a pas été comme ça jusqu'à présent, mais sache qu'à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça que ça va se passer. Ici, là, tu ne sortiras plus de cette maison tant que ton lit n'est pas dressé. C'est un exemple. Donc, vous allez sortir quelques grandes règles que vous allez expliquer à l'enfant. Maintenant, vous allez vous mettre au travail pour le faire. Évidemment, la première fois, il va penser que vous blaguez. Vous l'avez tellement dit, vous n'avez pas fait. Mais ce jour-là, surprenez-le. Levez-vous, allez vérifier le lit là. Si ce n'est pas dressé, qu'il ne sorte pas. Il sera d'abord étonné. La mère là, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est devenue folle ou quoi? Ainsi de suite. Acceptez de jouer le mauvais rôle. Tout à l'heure, je disais qu'on aime tellement nos enfants qu'on a peur de jouer le mauvais rôle. Nous, quand on était enfant, il nous arrivait d'appeler notre mère la sorcière. Tellement elle nous mettait la pression, on l'appelait la sorcière. Bon, en cachette, je ne sais pas si elle a su ça plus tard. Mais mes amis, acceptez d'être la sorcière de service. Pourvu qu'aujourd'hui, là, le lit là soit dressé. Je vous assure, quand vous allez faire ça une fois, deux fois, trois fois, l'enfant là va dire que qu'est-ce qui arrive à la matière là? Pour sortir des problèmes, vous croyez qu'il va faire quoi? Il va dresser le lit. Donc, que la mère ait le courage de prendre un nouveau départ et d'insister. Maintenant que le père appuie. Un enfant a dit un jour à sa mère que de nous deux, une personne est de trop dans cette maison. Le père est apparu pour dire que la personne qui est de trop, c'est toi. Parce que quand j'ai commencé mes projets avec ma femme, tu n'étais pas là. C'est toi la personne qui est de trop. Vous imaginez comment la femme a dû se sentir bien. Donc, il faut que le père appuie la discipline de la mère et avec un accompagnement psychologique, ça va aller. Vous aussi, à la maison, vous pouvez nous écrire et nous faire part des difficultés que vous rencontrez avec vos enfants via notre numéro WhatsApp, le 667 64 57 57, et nos experts ici sur le plateau se feront le plaisir de déchiffrer afin de vous aider à mieux gérer. C'est sur ce que nous refermons cette édition. Pasteur Joséphine, merci de votre précieuse contribution. Je vous en prie. Côte Samé, c'est un plateau que vous connaissez bien. Merci d'être passé une fois de plus. Merci une fois de plus. Les sujets sont très intéressants. Merci, Côte Samé. Mesdames, Messieurs, au nom de toute la grande équipe qui s'est mobilisée, on avait Constantin Noudomki à la caméra, Marc-Donald Tombo, il était à la réalisation, Marie Ndene était à la console audio, assistée par Nicolas Odomocha. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de nous retrouver la semaine prochaine, s'il est prêt à Dieu.